en Guinée. Les textes, on a l'impression qu'on écrit des textes pour imiter les Occidentaux, pour les imiter. Sinon, pour agir, on agit comme on veut. Mais je ne suis pas dans cette logique, moi. Quand on écrit quelque chose, quand on écrit une constitution, quand on écrit une loi, il faut la respecter. Oui, mais vous connaissez l'argument, on change de constitution, on remet les compteurs à zéro. Oui, mais c'est justement tout ça qui est ne pas respecter la loi. Donc Alassane Ouattara n'a pas respecté. Oui, oui, mais à quoi ça sert aujourd'hui de le dire? Alors, ça sert de le dire parce que vous avez parlé de la raison. Et je vais quand même vous poser une question. Vous avez cité des exemples, on va y venir. Mais est-ce que, fondamentalement, est-ce que ces histoires de limitation de mandat qu'on fait sauter, remettre à zéro, est-ce que ce n'est pas un poison pour la démocratie en Afrique? Mais je vais dire une chose, hein, je vais vous dire une chose. Parce que ça encourage les coups d'État, Moi, voilà, d'une certaine façon. Moi, je suis pour la limitation des mandats à 2. Je suis pour Point ça. final. Bon, mais les gens ne sont pas obligés d'être pour la limitation des mandats. Il y a des pays où on ne limite pas les mandats. Et donc, écoutez, la chancelière allemande, elle a fait 16 ans. Elle a fait 16 ans. Non, mais dans les pays où il y a une limitation. Excusez-moi. Pardon. Qui le lui reproche? Personne. Parce qu'elle n'a rien violé. Elle n'a violé aucun texte. Ici, ce qu'on a reproché à Houphouët-Boigny, ce n'est pas d'avoir fait 33 ans de présidence. C'est d'avoir fait le parti unique. Vous comprenez? Mais sinon, lui n'avait pas limité les mandats. Donc, n'ayant pas limité les mandats, il continuait. Il faut qu'on soit logique. Il faut qu'on soit logique. La démocratie, c'est ça aussi. On adopte des textes. On n'est pas obligé de mettre 2 mandats. Mais une fois qu'on a mis 2 mandats, respectons les 2 mandats. Si on ne veut pas faire 2 mandats, on ne met pas les 2 mandats dans le texte. Alors, on va prendre un exemple que vous connaissez bien, la Guinée. Alpha Condé, vous l'avez bien connu à travers l'Internationale socialiste. Oui, même avant. Même avant, opposant de longue date, il fait 1 mandat, 2 mandats, il change la Constitution, il fait un 3e mandat. Résultat, je simplifie évidemment, coup d'État. Donc Alpha Condé, finalement, a sapé sa légitimité en changeant la Constitution, en violant la Constitution à vos yeux? Oui, mais je n'aimerais pas commenter ce qui s'est passé en Guinée, ni dans les autres pays environnants d'ailleurs. On se connaît tous dans la sous-région, on est tous des copains, des potes, des frères, bon, donc je n'aimerais pas faire de commentaires. Mais sur les coups d'État, quand même. Oui, mais... Parce que la CEDEAO condamne, mais finalement ça passe. On fait un coup d'État, on repousse la transition. mais ça suffit. Je ne vais pas faire de commentaires sur les commentaires. Sur les commentaires que fait la CEDEAO. Elle agit bien, suffisamment, là-dessus? Mais elle fait ce qu'elle peut. Vous condamnez quand même ces coups d'État à répétition. Mais bien entendu, mais la CEDEAO fait ce qu'elle peut. Elle peut peu. Quand le président français va au Tchad à la suite de la mort d'Idriss Déby et semble légitimer une transition dynastique, beaucoup y ont vu 2 poids 2 mesures par rapport à ces condamnations assez virulentes des coups d'État au Mali. Vous aussi? Mais je n'avais pas compris même ce que
le président faisait au Tchad. Mais bon, ce n'est pas... C'était déplacé. Non, ce n'est pas mon affaire. Et le président français fait ce qu'il veut là-bas. Mais moi, je n'ai pas compris. Je connais N'Djamena, hein, je connais Idriss Déby. Bon, on a discuté longtemps avec N'Djamena. C'est moi qui y ai ouvert une ambassade, mais pour des raisons précises. Mais ça, je laisse au président français la liberté de faire ce qu'il a fait là-bas. On a noté, et c'est un sujet de polémique entre la France et la République centrafricaine, mais aussi avec le Mali, l'arrivée des Russes en Afrique. Vous voyez ça comment? Le président Ouattara l'a condamné dans des termes assez fermes. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Après tout, le précaré n'a peut-être plus de raison d'être en 2021. Mais moi, je ne sais pas pourquoi les gens s'émeuvent de la présence des Russes. Parce que ce sont aussi des mercenaires accusés d'exaction. Oui, mais les mercenaires, il y en a beaucoup en Afrique. Il y en a beaucoup. Il y a des mercenaires. On a connu Bob Denard. Hein? On a connu Bob Denard qui s'est promené un peu dans toute la partie est de l'Afrique, allant de coup d'État en coup d'État. Bon, c'est une mauvaise chose. Mais les Russes, pour vous, c'est une bonne chose qu'ils... Non, non, non. Je veux dire que si les Russes viennent coopérer avec un État africain, c'est leur droit. Et c'est le droit aussi de ces États africains-là de les appeler dans une coopération qui leur semble profitable pour leur pays. Donc la réaction de la France qui critique, qui menace, pour vous... Oui, mais moi je pense qu'elle est surdimensionnée. Elle est surdimensionnée. C'est-à-dire que, bon, s'il y a des mercenaires, il faut condamner tous les mercenaires. Hein? Or, je vous dis que les mercenaires, même des mercenaires africains, il y en a beaucoup dans des pays. Même des mercenaires africains. Mais est-ce que plus largement, la présence française, militaire en Afrique, est-ce que ce n'est pas l'heure de la remettre en cause? On le voit au Mali. Ici, il y a une base militaire française, vous êtes bien placé pour le savoir. Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause cela? Est-ce que ce n'est pas le moment de dire les bases militaires, les accords de défense? Mais j'ai toujours remis en cause, moi. Là, vous souhaiteriez la fermer, par exemple? Vous direz à la France, les soldats à la maison? Non, mais c'est-à-dire que on a l'impression, quand on aborde certains sujets, que ce sont des sujets de rupture. Ce n'est pas des sujets de rupture. Ce n'est pas parce qu'on aura demandé de fermer les bases militaires françaises qu'on est contre la coopération avec la France. Mais l'heure d'avoir des bases militaires étrangères dans nos pays est passée. Cette heure-là est passée. Nous sommes dans une heure où nous devons aller vers plus d'indépendance, plus de coopération interafricaine. C'est ça qui est le problème. Est-ce que la même chose s'applique au niveau monétaire? Évidemment, le franc CFA. Bon, il y a eu des accords qui l'ont défait en partie, mais certains appellent à la fin définitive du franc CFA. Est-ce que c'est votre position aujourd'hui? Écoutez, tout ça, je ne veux pas aujourd'hui parler comme si je ciblais la France. Non, mais c'est votre monnaie. Ça ne cible pas la France. Pas... Ah bah si, c'est quand même la monnaie française. Et le franc. Le franc CFA a été créé quand même en 1946 par De Gaulle. Bon, mais je veux dire que
tant qu'on voudra regarder la décolonisation, petit morceau par petit morceau, on ne s'en sortira pas. Les morceaux, les problèmes, il faut les mettre sur la table. Y compris celui-là. Y compris celui-là, y compris d'autres encore, et les discuter. Pour pouvoir avoir des relations non conflictuelles, pour pouvoir avoir des relations réellement amicales, il faut mettre les problèmes sur la table et les discuter. Alors que pour le moment, on les met sous la table. Voilà. Mais pour le moment, on essaie de cacher les problèmes sous la table. Ce n'est pas une bonne manière pour moi, me semble-t-il, d'aller à l'indépendance et d'aller à l'amitié vraie. Hein, à l'amitié vraie avec la France. Il y en a qui pensent, quand tu abordes ces problèmes à Paris, que tu es contre eux, que tu es contre la France. Alors que c'est peut-être toi qui détiens la clé de l'amitié réelle avec la France. Je veux en revenir au 31 mars de cette année. Vous vous souvenez de la date, j'imagine. Bien sûr. Vous êtes à la Cour pénale internationale. L'acquittement définitif est prononcé. On se souvient de votre visage. Vous pensez à quoi à ce moment-là? J'ai d'abord fait ça. Oui. Ça, on a compris. Si vous mais... vous souvenez. Oui, oui. Ouais. Mais dans votre tête, je ne sais pas. C'est pas dans ma tête qu'il faut chercher des réponses. C'est dans la réalité. Parce que ce procès-là, pour moi, c'est une forfaiture. Mon arrestation, j'ai été arrêté, j'ai été amené à Korogo, où j'ai fait 8 mois. De là, j'ai été amené à La Haye, une nuit. Ironie du sort, par le groupement présidentiel que j'avais l'habitude d'utiliser pour mes voyages officiels, c'est là-dedans qu'on m'a amené à La Haye. Bon. En arrivant là-bas, j'étais un peu inquiet, parce que je me disais, je suis le chef des armées, je suis le chef de l'État, peut-être que sous moi, des soldats ou des membres de l'administration ont fait des choses punissables. Et donc, comme on va m'en faire porter le chapeau, bien. Et puis, on me présente, quelques semaines plus tard, on me présente devant le tribunal. Et le bureau du procureur lit ses charges. Des charges très graves. Hein? Des charges très graves. Très graves. Les pires. Dès ce jour-là, j'ai su que j'allais être libéré. Dès ce jour-là? Oui, dès ce jour-là. Parce que c'était de la plaisanterie. C'était de la plaisanterie ou c'était du complot à vos yeux? Oh, les deux mots sont synonymes dans ces cas-là. Non, ce n'est pas synonyme, monsieur le Président. Si. Dans l'un, il y a une intention, dans l'autre, il n'y en a pas. Ah bon, oui, si. C'est-à-dire que l'intention, c'est de m'écarter de la vie politique. Mais la manière de faire, c'est la plaisanterie. Parce que m'accuser de ce dont on m'a accusé, crime de guerre, crime contre l'humanité, viol, assassinat de masse, enfin,
Et j'en passe, hein. Je n'ai pas en tête tout. Mais j'avais l'impression qu'on parlait d'une autre personne et pas de Gbagbo Laurent. Je suis quand même Gbagbo Laurent. Et en Côte d'Ivoire, on me connaît. On connaît mes positions. On connaît ma pratique. Donc, dès cet instant-là, j'ai vu que le bureau du procureur, c'était de la plaisanterie qu'il faisait. Alors, c'est en ce moment-là que j'ai dit devant la Chambre, on ira jusqu'au bout. Parce qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout. Vous n'avez jamais douté pendant toutes ces Je longues n'ai années. jamais douté. J'ai dit, quel que soit le temps que ça prend, si on va jusqu'au bout, qu'on décortique tous ces éléments d'accusation, je serai libéré. C'est ça que ça veut dire, on ira jusqu'au bout. On a été jusqu'au bout. On a été jusqu'au bout. Et voilà, le 31 mars est arrivé où j'ai été définitivement acquitté. Alors, votre co-accusé Charles Blé Goudet, Oui. Suite à sa libération, il a demandé, sur France 24 notamment, pardon. Il a demandé pardon aux victimes, pardon aux Ivoiriens, parce que oui, comme vous, il a été acquitté des crimes les plus graves, mais il y a quand même des crimes qui ont été commis. Il y a quand même 3000 personnes qui sont mortes. Oh, il y a plus de 3000 personnes. Peut-être plus. Il y en a même certainement plus. Donc, est-ce que vous aussi, vous demandez pardon parce que Moi, vous étiez responsable? Je ne suis pas Charles Blé Goudet. J'ai bien Je remarqué. suis Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne dis pas, je ne parle pas comme Charles Blé Goudet. Voilà. Les problèmes qui se posaient en Côte d'Ivoire et qui se posent encore sont des problèmes graves. Il ne faut pas s'amuser avec. Il faut les mettre sur la table, les discuter, dégager les responsabilités des uns et des autres, et puis prendre des décisions au niveau de l'État pour avancer. Moi, je ne me mets pas là pour dire oui, je demande pardon, je ne demande pas. Non. Peut-être que les victimes attendent ça, Monsieur le Président. Non, les victimes attendent qu'on règle, qu'on discute le problème et qu'on voit quels sont les responsables. C'est ça que les victimes attendent. C'est ça que les victimes attendent. Les victimes attendent ça. Les victimes attendent ça. Ils attendent qu'on dégage les responsabilités de ceux qui ont fait presque 1000 morts en une journée à Dieucoué. La CPI, le procureur a affirmé enquêter sur le sujet. Vous ne le croyez pas? Oh, je n'ai pas dit que je ne le crois pas, mais j'ai dit qu'ils attendent ça. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Abobo, ici. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Yopougon. Ils attendent à ce qu'on trouve ceux qui ont commis des crimes à Cocody, ici. C'est ça que les victimes attendent. Et une fois qu'on a trouvé les coupables, alors, et alors seulement, on peut dire, bon, on avance. Mais on prend Gbagbo, on prend Blé Goudet, on les dépose à la haie. C'est qui on? Nicolas Sarkozy? Par exemple, il fait partie de ce on-là, puis c'est celui qui a bombardé ma maison. C'est lui qui a bombardé la résidence présidentielle de Côte d'Ivoire. Il a voulu vous tuer? Ça, je ne sais pas ce qu'il a voulu, je ne suis pas dans sa tête. Mais il sait qu'il a bombardé et il a envoyé les chars militaires français
encercler ma maison pour me capturer comme un malfaiteur, comme un malfrat. Bon. Vous avez subi des violences à ce moment-là, Monsieur le Président? Il y a eu beaucoup de violence. Contre vous? Mais bombarder ma maison, une maison où je suis, qu'est-ce que c'est? C'est pas déjà une violence, ça? Voilà. Bombarder une maison à partir du 30e mai, non, 30e mars, voilà. À partir du 31 mars jusqu'au 11 avril, bombarder une maison où se trouve un chef d'État. Et je me suis demandé, au fond, que vient faire la France dans une affaire de contestation électorale en Côte d'Ivoire? Mais ça, ce sont des... Vous considérez toujours que vous aviez gagné en 2010 ou que le résultat... Le problème n'est même plus là. C'est même plus là? Le problème n'est même plus là, puisque de toutes les façons, on ne peut pas faire un rétropédalage. Hein. Voilà. Bon, on avance. On avance. Et je sais avancer. Est-ce que vous vous pardonnez à Alassane Ouattara ces événements? Mais je pardonne à tout le monde. Il n'y a pas que lui. Je pardonne à tout le monde. Tous ceux que je n'ai jamais crié contre Nicolas Sarkozy, ni contre Alassane Ouattara, ni contre... je ne sais pas. Quand on m'a interrogé à la CPI, j'ai dit ma part de vérité. Je veux juste vous poser une dernière question. C'est Oui. quelque chose que j'ai lu dans un livre d'entretien que vous avez accordé, qui est paru en 2018. Oui. Vous parlez, alors on parlait de la France-Afrique. Vous racontez comment, pour la campagne de Jacques Chirac en 2002, Oui. Robert Bourgi et Dominique de Villepin vous auraient demandé de l'argent pour Jacques Chirac. Vous employez dans le livre l'expression cracher au bassinet. Oui. On sait que Robert Bourgi avait dit que vous faisiez partie des chefs d'État qui avaient financé la campagne de Jacques Chirac en 2002. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui s'est passé? Écoutez, laissons ça tomber. C'est passé, allons de l'avant.